Mes chers amis, bonjour. Le Cercle Aristote aujourd'hui vous présente un de ces jeunes auteurs parce que nous lui faisons confiance. Nous avons déjà sorti 2 livres ensemble. Un que certains d'entre vous ont vu, qui est le mastodonte Chute et Renaissance, et l'autre qui sort là, qui s'appelle Voyage autour de la France. Donc, si vous voulez, je qualifierais cette œuvre. Alors, on va présenter un peu les deux. C'est deux styles assez différents. Le Chute et Renaissance, c'est c'est ce que j'appellerais une coupe nationale de culture générale. Une coupe au sens où on fait des coupes, au sens où on fait des coupes pour faire des carottes glaciaires. C'est-à-dire que vous avez, ce sont des lettres au maître de notre temps, c'est-à-dire c'est une lettre empreint de culture, de nostalgie, de patriotisme, un grand personnage historique et mine de rien, c'est un ouvrage colossal, vu qu'il fait plusieurs centaines de pages pour un tout jeune auteur. C'était ton premier ouvrage que nous avons sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, maintenant à peu près. Ouais. Et là, tu nous reviens avec une œuvre peut-être moins intellectualisée, je dirais plus poétique, plus personnelle, avec néanmoins un arrière-fond structuré, qui est la première partie de l'ouvrage, avant un poème à la France, ce qui est très drôle et en même temps très touchant. Et objectivement, moi, je qualifierais ton œuvre de barétienne. Alors, je sais que c'est l'année Barès, donc c'est un peu facile, mais pourquoi Barès? Parce qu'il y a plusieurs leçons chez Barès. Et la première, c'est de dire penser solitairement nous conduit à penser solidairement. C'est une des grandes leçons de Barès, et je pense que dans le fil de ton travail, il y a ce fil néo-nationaliste très fort, c'est-à-dire que il y a un aspect très sensible. Barès disait que la raison est peu de choses à la surface de nous-mêmes, mais qui, à travers cette sensibilité néo-nationaliste, conduit à l'histoire, à la pensée, à la politique, etc. Moi, j'ai toujours pris ton œuvre comme ça, surtout que c'est une œuvre très écrite, particulièrement ton second livre, parce que c'est un livre de maturité, tu vois, c'est toujours, c'est un livre qui a été travaillé différemment, je pense, en tout cas comme éditeur. Et voilà, ça fait très longtemps que je voulais te présenter à nos auditeurs, si tu veux, et j'ai un autre qualificatif pour ton œuvre. C'est un mot auquel je tiens beaucoup parce qu'il embrasse tout le travail du Cercle Aristote. C'est le mot de renaissantiste, c'est-à-dire pour une renaissance culturelle. Et je pense que ton travail s'inscrit en plein là-dedans, volontairement ou non, hein. Mais voilà, donc je voulais que tu puisses te présenter. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble, j'espère pas la dernière, et que tu puisses te présenter. Alors évidemment, les couvertures des 2 ouvrages vont être insérées, et ceux qui voudront aller plus loin, les liens seront dans la description. Je voudrais que tu présentes ton travail avant qu'on en discute. Bah déjà, pour me présenter, je dirais que je suis né en 1986, donc on est de la même génération, si je ne me trompe pas. On a Euh, exactement le même âge. voilà. Euh, pour moi, à travers ces deux ouvrages, je voulais rendre à la France ce que la France m'a donné, parce que j'estime avoir une dette envers elle. Parce que quand tu vois mon nom, je ne suis pas un Français de souche, je dirais que je suis un Français des branches. Et quand on est un Français des branches, j'estime qu'il est de ma et qu'il faut rendre à la France ce que la France m'a donné, puisque la France a accueilli une partie de ma famille. Donc ça me tenait à cœur à travers ces deux ouvrages, et je te remercie, et je remercie le Cercle Aristote d'avoir permis de, entre guillemets, de payer un tout petit peu, en tout cas littéralement, ma dette envers ce pays, même si c'est bien insuffisant. Pourquoi avoir écrit ces deux livres, Chute et Renaissance et Voyage autour de la France? Pourquoi avoir accompli un tour de France et écrire deux ouvrages dont le sujet principal est cette princesse des contes, cette madone aux fresques des murs, vouée à une destinée imminente et exceptionnelle?
tout simplement parce que dans la lignée de Marcel Mauss, j'ai voulu rendre et donner après avoir reçu. À l'heure actuelle, il est peu de dire que la France n'est plus un État, elle qui connaît une crise protéiforme, une crise de l'indépendance nationale, une crise de l'honneur, une crise de souveraineté, une crise de la pensée républicaine, une crise de légitimité depuis la violation du résultat du référendum du 29 mai 2005, une crise d'incarnation du politique, une crise monétaire et sociale. Depuis Platon, nous savons que les deux images dont on ne peut se passer pour décrire l'autorité du roi sont le médecin et le capitaine de navire. C'est pourquoi, durant ces lignes, je vais adopter une démarche platonicienne en tentant d'être un médecin et un capitaine de navire. Lorsqu'on est un Français des branches, lorsqu'on espère donner à son pays un moment où il connaît un malaise dans la civilisation, celui de ce mauvais infini du toujours plus, c'est que dans un premier temps, nous avons reçu. Nous avons reçu de l'histoire que la France est la nation des hommes et des femmes libres. Nous avons reçu de Chronos que la France est une nation millénaire. Nous avons reçu de Minerve que la France est au service des sept arts de la création. Un peuple est plus qu'une seule d'individus lorsqu'il devient un peuple universel dont la pensée, l'histoire, les œuvres inspirent les autres peuples. Nous avons reçu de Jules Michelet que la France est une personne. Nous avons reçu de Rome et des sept collines que la France est un corps. Nous avons reçu d'Athènes et du Montparnasse que la France est un esprit. Nous avons reçu de Jérusalem et du Golgotha que la France est une espérance, sans cesse une résurrection. Nous avons reçu de Colombey et des Églises qu'elle est un humaniste, au sens où il s'agit encore et toujours de sauver l'homme. Nous avons reçu de Jacques Bainville que le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Nous avons reçu de Romain Gary que nous pouvons très bien ne pas avoir une goutte de sang français et avoir la France dans le sang. Nous avons reçu du lieutenant-colonel Amiak Vary que des étrangers sont morts pour elle. Nous avons reçu de la République une et indivisible, notre royaume de France de Charles Péguy, une conception unitaire de notre histoire. Nous avons reçu du traité de Verdun que l'édification politique de la France résulte de son détachement de l'empire carolingien puis germanique. Nous avons reçu du sacre du Capet que le clivage premier de l'histoire de la France est la confrontation entre une politique nationale du miracle capétien et une politique supranationale, pour ne pas dire impériale, du rêve carolingien si cher à Emmanuel Macron depuis qu'il a reçu en 2018 le prix Charlemagne décerné aux personnalités œuvrant à l'unification européenne. Depuis 1987, la France alterne régulièrement entre des phases d'acceptation de dépendance envers l'entité impériale existante et des phases d'indépendance. Être indépendant dans une république authentique sera la voie à suivre pour son redressement. Nous avons reçu des traités de Westphalie que la France est avec le Royaume-Uni le modèle de l'État-nation opposé à la constitution d'un État impérial en Europe. Nous avons reçu du parti des politiques qu'en France, le politique doit au nom de la paix civile trôner au-dessus du religieux, des particularistes, de l'économique, du financier et du technocratique. Nous avons reçu du chancelier Duprat que la liberté française ne doit son existence que par son combat conjoint contre les entités supranationales de l'Empire et de la papauté et les forces de divisions internes nommées États dans l'État, grands féodaux et puissances ecclésiastiques, parlementaires et universitaires. Nous avons reçu des excommunications des rois de France que la laïcité est cette loi fondamentale de notre histoire. Nous avons reçu des chutes françaises que la France sombre au moment où elle est sous la coupe d'idéologie. Nous avons reçu de ces renaissances que son salut dépend de l'existence à sa tête d'un chef d'État rassembleur de nations. Nous avons reçu du cardinal de Richelieu que cette renaissance dépend de la détention de la double souveraineté, la souveraineté interne et la souveraineté externe. Nous avons reçu de Nicole Oresme, de Barthélemy de Lafémas, de Sully et de Colbert que la France a toujours besoin d'un État en interaction avec les forces vives de la nation. Nous avons reçu de Marianne que la France est le pays de la femme. Nous avons reçu de Sainte Jeanne d'Arc que féminité et virilité ne sont pas en soi contradictoires en ce que toutes les deux renvoient à la verticalité et à l'élévation. Nous avons reçu de Maurice de Sully que détourner le regard des hommes des biens de ce monde était nécessaire à la vie en communauté. Nous avons reçu du philologue allemand Ernst Robert Curtius la fusion entre France et littérature. Nous avons reçu de ses controverses littéraires l'alliance entre la plume et l'épée. Nous avons reçu de Vatel son goût pour la gastronomie. Nous avons reçu de l'empereur que le retour de l'antique nous sera salvateur. Mais une fois que nous avons reçu ces lois fondamentales de la maison France, il s'agit de rendre. Rendre en défendant que la France n'est ni la droite ni la gauche, mais bel et bien une certaine idée, le cœur du monde. Une des motivations de l'écriture de ces deux livres et de l'accomplissement de ce voyage autour de la France est de ne pas faillir à l'honneur, car au fond, depuis la ratification en février 2008 du traité de Lisbonne, une question hante le tréfonds de l'âme française. Français, qu'avons-nous fait de notre honneur? À la source du malaise français, il s'agit bien de cela, de relever la couronne de cet honneur tombé dans le ruisseau du déshonneur. Pour y parvenir, un chemin paraît tout indiqué. Honorer la signification de ce drapeau tricolore qui a fait le tour du monde. Il s'agira d'épouser résolument ce bleu de France associé à l'honneur et à l'indépendance, ce blanc
qui, de la croix de Saint-Michel à la bannière joannique jusqu'au panache d'Henri IV, se confond avec le commandement et la sainte dévotion, et ce rouge, qui, de l'oriflamme royale de Saint-Denis aux luttes sociales, colore de son éclat la souveraineté, le pouvoir et la justice. En ces temps d'incertitude, la seule politique qui vaudra pour la permanence du génie français sera celle de l'honneur, de l'indépendance, des libertés politiques, du panache, du commandement, de la dévotion pour le bien public, de la souveraineté et de la justice. Face à la démesure de notre temps, il s'agira d'unir le bleu, le blanc et le rouge avec la bénédiction de la loi du maître, car plus la démesure prend le pas sur la mesure, plus la France efface. Ainsi, après avoir cherché à rendre, il convient maintenant de donner. À l'heure où nous interrogeons sur l'identité française, qu'est-ce que la France? À travers ces lignes, il s'agit de donner cette idée qui aura conclu notre voyage autour de la France, à savoir que la France est un voyage, que la France est une quête, que la France est un combat, et que la France est transmission. Dans un premier temps, pour nous, la France est un voyage à destination d'une contrée aux mille paysages, sédimentés par le poids des âges. Elle est un voyage vers un carrefour civilisationnel étudié par Fernand Braudel, Paul Vidal de la Blache et André Siegfried. La France est un voyage vers cette terre de lutte intestine, vers ce peuple de contradictions sacralisant le clivage droite-gauche, tout en cherchant sans cesse une personne au-dessus de ce clivage, doublement amoureux de la récompense des privilèges et de l'égalité, aussi bien révolutionnaire que paysan, aussi intrépide pour la recherche de la gloire que peu sûr pour les affaires aléatoires du négoce. La France est un voyage vers cette terre pourvue d'élégance et d'art de vivre, ne rejetant pas dans sa pudeur envers la fortune la richesse matérielle. La France est un voyage vers une lignée humaine marquée par le sceau d'une solidarité pluriséculaire. Elle est ce voyage vers ce sol empreint de générosité, d'impétuosité, d'imprévisibilité et de ce sens du panache chevaleresque à rencontrer chez Godefroy de Bouillon, La Hire, Gaston de Foix, Bayard, Cyrano de Bergerac, D'Artagnan, la carcasse de Turenne et dans l'esprit de Cameron. Elle est un voyage vers ce peuple animé d'un tempérament de désordre, de passion, de fronde, d'exagération, de turbulence, d'inconstance, de frivolité, d'inconséquence, voire même de vanité. Elle est un voyage vers ces hommes et ces femmes imprégnés de rationalité cartésienne et de providentialisme, et s'incarnant dans Gavroche et Guignol, dans les croisés du Christ et les soldats de l'humanité, ou dans ces visages de saints, de pontonniers, de la Bérésina, de poilus et de clochards épiques. La France est en soi un voyage, selon Alexis de Tocqueville, vers la plus brillante et la plus dangereuse des nations de l'Europe, et la mieux faite pour y devenir tour à tour un objet d'admiration, de haine, de pitié, de terreur, mais jamais d'indifférence. Si la France est un voyage, la France est aussi une quête de vertu. En effet, au commencement, il y a une quête de foi. Qu'est-ce que la France? Sinon cette foi en une destinée imminente, cette foi envers une idée d'elle-même, peu de sa lumineuse persévérance. Tour à tour œuvre de la Providence, dont personne ne pouvait douter d'elle, qu'elle disposait ainsi ce pays avec intention et non hasard, selon le géographe grec Strabon, parlant à propos de la Gaule. France, fille aînée de l'Église, France, mère des arts, des armes et des lois, selon Joachim du Bellay, France, éducatrice des peuples, France, terre de cette double vocation de liberté et de chrétienté, dont Charles Péguy parlait à propos de celle-ci, France, terre de liberté, d'égalité, de fraternité, France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, et à jamais soldat de l'idéal, selon Georges Clemenceau, France, peuple guide, peuple maître, chez Georges Bernanos, France, princesse des contes et madone aux fresques des murs, vouée à une destinée imminente exceptionnelle, chez le général de Gaulle. Quête de foi, la France est une quête d'amour, de quatre amours à coup sûr. Celui dévoué autrefois à la Sainte Trinité, celui de la ma patrie pour qui tant de fils et de filles sont morts pour son salut, cet amour de l'homme loué par Montaigne et les Lumières, cet amour de la femme chanté par Abélard et Pierre Ronsard. Mais ces quatre amours n'auraient eu une telle attirance s'il n'avait pas subsisté en France une éternelle espérance. Cette espérance dans cette encre, dans cette élective béatitude, cette espérance de la grandeur humaine soucieuse que l'être humain chemine vers l'école les cimes en tout domaine, et dans cette espérance, dans une ambition française. Si au commencement, il y a la foi, l'amour, l'espérance, il y a également cette prudence appliquée à découvrir, comme dans la pensée de Descartes, le juste, la vérité, antidote à l'avènement de la décadence, fruit de la paresse et de la lâcheté. Foi, amour, espérance, prudence. La France est une quête de tempérance à la recherche de la limite, de la mesure, du bon ordre, de l'alliance, de l'équilibre et de la puissance. Quête de tempérance qui se matérialisa dans cette lutte entre le coq et l'aigle, bien antérieure à celle entre droite et gauche, entre réalistes et impériaux, lesquels sont inconscients que tout empire finit toujours par périr. Vieille loi de l'histoire pour laquelle tout état de démesure doit mourir, condition de la survenue d'un état de justice. Foi, amour, espérance, prudence, tempérance. La France est une quête de justice. Justice, qu'elle soit rendue soit au nom de Dieu, soit au nom de la dignité humaine pour laquelle Victor Schœlcher, Émile Zola, l'abbé Grégoire, Voltaire
enfilèrent le courageux homme du prud'homme. Justice au nom de Dieu, justice au nom de l'homme, justice de l'histoire qui rendit à un saint roi un canonique hommage. Mais en France, la balance de la justice se serait trouvée toute nue si le tronçon du glaive s'était montré fort dépourvu. Au commencement de cette vigoureuse force, cette France hugolienne de l'idée de l'épée, du livre du glaive sur lequel le divorce entre Français s'immisce durant leur épopée. Force au service de ce pacte entre liberté et honneur. C'est cet honneur au visage militaire, c'est François Ier pour qui à Pavie tout est perdu sur l'honneur, c'est Surcouf qui réplique aux Anglois qu'ils ont soif de tout sauf d'honneur, c'est cet honneur au visage littéraire qui conféra à la littérature son odeur de soufre, de sueur. C'est la chanson de Roland, les œuvres de Dumas, de Vigny, les plumes de Corneille, de Constant, sans oublier la bataille romantique de Hernani, honneur des armes, honneur des lettres. Il demeure cet honneur populaire, salué par Charles Péguy. Foi, amour, espérance, prudence, tempérance, justice, force. La France est une quête de vertu, une quête vers la grandeur, cet idéal en l'absence duquel une communauté humaine ne manque pas de faillir, cet appel d'Hésiode au général à viser des crêtes, sans lequel tout s'écrète. Nous avons vu que la France était autant un voyage qu'une quête. Or, la France est aussi un combat. Elle est un combat pour la liberté, elle qui est le pays des hommes et des femmes libres, un combat pour son indépendance, cette première des libertés, et l'honneur suprême d'un peuple d'après Hegel. Elle est un combat pour la souveraineté, pour cette puissance absolue et perpétuelle d'une république, cette âme de l'État, selon Thomas Hobbes, pour cette double souveraineté théorisée par Raymond Carré de Malberg, la souveraineté interne façonnée par cette alliance séculaire entre l'État, la nation et le souverain royal ou populaire, contre les États dans l'État, et la souveraineté externe, matérialisée par cette lutte séculaire contre l'Empire depuis l'Ost royal de Louis VI. Notre pays est un combat contre l'esprit d'abandon qui nous hante depuis le 28 avril 1969, car comme le disait le général, eh bien voilà, nous avons chassé l'Allemand, nous avons résisté aux Anglo-Saxons, nous avons réduit les communistes, nous avons empêché l'OAS de détruire la République, nous avons redressé la France, nous n'avons jamais pu venir à bout de l'esprit de Vichy, c'est lui qui nous a battus aujourd'hui. La France est un combat contre cette apathie qui nous menace, contre notre propre auto-vassalisation, qui à bien des égards est le premier de nos maux que nous acceptons depuis 1945, car comme le disait encore une fois le général, nous avons procédé à la première décolonisation jusqu'à l'an dernier, nous allons passer maintenant à la seconde. Après avoir donné l'indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. Mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper depuis la fin de la guerre. Les Américains nous ont assujettis sans douleur et sans guerre de résistance. Si la France est un voyage, si la France est une quête, si la France est un combat, la France est également transmission. La transmission d'un héritage, en ce que la pensée politique française est d'abord et avant tout l'héritière de la pensée grecque. Des légistes médiévaux jusqu'à Jean Baudin et Ernest Renan. Elle s'est construite autour de cette proposition fondamentale que la pluralité des nations était la condition des idées mêmes de liberté et de mesure. Maintes fois crucifiée, maintes fois ressuscitée, la France est l'héritière de ce message christique. Tout est poussière, tout peut renaître, à condition de laisser transparaître ce sacrificiel don de soi. Athènes, Jérusalem, la France est l'héritière de Rome, de cette Rome mère du droit et de la foi, de cette Rome mamelle du salut public et de la République, de cette Rome matrice de la citoyenneté et de l'État. Athènes, Jérusalem, Rome, la France est fille de la celticité, de son ingéniosité, de ce peuple de cultivateurs, d'habiles commerçants et d'échangeurs. Après Athènes, Jérusalem, Rome, la celticité, la France est la fille de cet humanisme civique, de cette pensée convaincue que la dignité de l'homme réside dans sa liberté, qu'une vie achevée devait se hisser à la hauteur des dômes. En somme, la France est cette nation aux sources plurielles, dont l'embouchure théologique est cet horizon spirituel. Sauver l'homme. Sauver l'homme chez les chrétiens par le sacrifice, sauver l'homme chez les humanistes par la vertu, sauver l'homme en soi par l'élévation. Toutefois, force est de constater que depuis le départ du plus illustre des Français, convaincu lui aussi que c'était l'homme qu'il fallait sauver, encore et toujours, la France a succombé à cet esprit d'abandon. Elle se trouve, comme toujours, lorsque le bloc centriste la gouverne depuis le Directoire et Louis-Philippe, dans une impasse politique. Elle est réduite, pour reprendre ces mots d'Alexandre Kojève de 1947, au rôle d'un hinterland militaire économique et par suite politique de l'Allemagne, devenue l'avant-poste militaire de l'Empire anglo-saxon. Pour renaître, nous devrons venir à bout de cet esprit d'abandon. Nous devrons partager une conception
unitaire de notre histoire lorsque nous remarquons que les grandes chroniques de France de Charles V ornaient bien avant la Révolution les enluminures du couronnement de Philippe Auguste et de la bataille de Bouvines de nos couleurs tricolores. Mais s'arrêter là sera incomplet. Avant de se définir par les individus, le sol, les choses qui la composent, une collectivité humaine, comme le pensait Émile Durkheim, est avant tout constituée de l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Une communauté nationale se bâtit à partir des représentations collectives unificatrices venues sublimer les particularismes de chaque citoyen, que des temps de crise peuvent exacerber, afin que la finalité de l'arbre national, verdi par la lumière de ces représentations collectives, soit l'éclosion des plus beaux bourgeons. Afin que nous soyons porteurs d'une volonté de vivre ensemble, il faudra partager une aventure, une ambition, un commun. Et quelle pourrait être cette nouvelle aventure si ce n'est France, cœur du monde? À l'image, pour renaître, nous sommes face à cette alternative, choisir l'indépendance, la liberté, l'honneur, ou dépérir dans la dépendance, le despotisme, la souveraineté et la démocratie limitée et le déshonneur. L'avenir français se jouera dans cette lutte entre le coq et l'aigle, entre le papillon et la chenille. Choisirons-nous le parti de cette chenille peu séduisante à regarder, peinant à avancer, dépendante, vivant au détriment d'autrui, ou le parti du papillon, symbole de transformation et dont l'envol est signe de liberté, de puissance et de renouvellement? Pour renaître, nous devrons plonger dans notre histoire qui nous enseigne que les périodes de source nationale, de Charles V au CNR, en passant par les règnes de Louis XI, d'Henri IV, de l'empereur et la présidence du général, ont toutes été conditionnées par une rénovation monétaire, financière, fiscale et industrielle. Elle confirme ce qu'écrivait Georges Valence: le syndrome du déclin s'accompagne toujours d'un pouvoir politique faible, ce qui signifie à l'inverse que la guérison exige un pouvoir créatif et fort, capable d'imaginer et de mettre en œuvre les indispensables réformes avec le soutien le plus large possible des citoyens. Pour renaître, pour que la France soit ce cœur du monde, inutile sera de chercher, comme nous le faisons, des modèles en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie, en Pologne ou en Hongrie. Rien ne sera plus essentiel pour nous que de s'inspirer de ces êtres nationaux, ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire la sainte, le cardinal, l'empereur et le général. Pourquoi Sainte Jeanne d'Arc? Parce qu'elle aussi dut faire face à une crise d'indépendance nationale, de légitimité, de souveraineté et de l'honneur français. Parce que son action terrestre persiste au-delà des siècles, à être riche d'enseignements pour ceux pour qui ce charisme politique, indépendance, souveraineté, légitimité, honneur, n'est pas un vain assemblage de mots sans consistance. Pourquoi le cardinal? Pour sa politique de double souveraineté, souveraineté interne contre les grands du royaume, le protestantisme politique et la Ligue, souveraineté externe contre l'Empire d'Habsbourg. Décliné au XXIe siècle, cette politique de double souveraineté donnerait souveraineté interne contre cette atmosphère oligarchique et l'islam politique, et souveraineté externe contre l'occidentalisme incarné par l'OTAN et l'Union européenne. Pourquoi l'empereur? Parce qu'il fut ce législateur réconciliateur à nul autre pareil. Convaincu de la guérison de la France, si tant est que les Français le veuillent, celle-ci n'aura lieu qu'en renouant avec ce moment de reconstruction de notre nation que fut le consulat, avec ses grandes institutions destinées à bâtir à l'aide de l'établissement d'un nouveau droit, d'une nouvelle monnaie et de la paix religieuse, la France moderne. Pourquoi l'empereur? Parce qu'il est cet empereur de l'éternelle spirale, unissant passé, présent et avenir, en tant que rejeton de l'antique passé, réaliste du présent terminant la Révolution et bâtisseur de la France d'aujourd'hui. Pour renaître, nous aussi nous devrons lier passé, présent et avenir. Pourquoi le général? Parce que nous devrons nous ressourcer dans son patriotisme romantique, historique, syncrétique, unitaire et empirique, parce qu'il sut pressentir ce dont la France avait besoin, un programme économique hétérodoxe, orchestré par un sens de la verticalité, parce qu'il sut discerner que la République, pour prospérer, devait mener à l'intérieur une politique puisant sa source dans la pensée gréco-romaine, louant le patriotisme et le régime politique mixte, et à l'extérieur, une politique capétienne de l'équilibre des puissances. Et parce qu'il fut, tout simplement, ce professeur de vie, ce chef spirituel appelant les hommes depuis le 10 juin 1940 à viser haut et se tenir droit. Pour renaître, nous devrons nous défaire de ce syndrome gamelin qui consiste pour nous Français à avoir régulièrement un manque de retard. Depuis la guerre d'Italie à 39-40, la France se perd dans des mirages nuisibles pour elle. Avec l'Union européenne, la classe dirigeante française réédite ce syndrome gamelin. À l'image du plaidoyer de Bruno Le Maire en faveur de la construction d'un empire européen, elle rêve d'empire sans s'apercevoir que dans notre monde fluide et spatial, l'empire du présent et de demain n'est pas cet empire tellurique du passé, formé par accumulation ou aujourd'hui par adhésion de terre, mais ce vaste monde océanique, maritime et spatial. Avec le deuxième espace maritime mondial, elle ne discerne pas que l'avenir de la France joue davantage à Nouméa qu'à Bruxelles. Pour renaître, nous devrons guérir de ce syndrome de la mystique de l'alliance avec une puissance étrangère, qui consiste à lier le sort de la France à une puissance étrangère pour mener une politique de la paix à tout prix, scellée
par le discours sur les valeurs communes, qu'elles soient naguère catholiques, chrétiennes, libérales ou aujourd'hui occidentales. À notre connaissance, cette mystique de l'alliance avec une puissance étrangère s'est matérialisée jusqu'à présent avec 4 pays, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, et a vu naître en France 4 partis, le parti espagnol, le parti anglais, et les 2 derniers en date, le parti allemand et le parti américain, tous prêts à sacrifier l'indépendance française. Pour renaître, la France devra écarter cette malédiction centriste qui veut que tous ceux qui ont gouverné la France au centre, mobiliser les thématiques du progrès, de la modernité, du mouvement, du changement, l'ont mené de Louis-Philippe à Valéry Giscard d'Estaing, en passant par le second cartel des gauches et la troisième force, à une impasse politique. Cette malédiction conforte qu'un gouvernement au centre, menant une politique du franc fort, orientant sa politique étrangère en fonction d'une alliance avec un pays étranger et donnant la priorité au sujet économique par rapport aux questions politiques, sont les ingrédients incontournables des chutes françaises de ces 100 dernières années. Pour en être, la France devra se délester d'un autre syndrome, le syndrome de Versailles. Qu'entendons-nous par syndrome de Versailles? Une classe dirigeante qui, en perte de légitimité sociale, se recentre sur elle-même, se soude en bloc autour de ses intérêts, vit en vase clos et se coudurait la société jusqu'à divorcer d'elle. Le comportement de nos 3 derniers présidents de la République, ou plutôt de nos 3 princes électeurs de l'Union européenne, cet empire non impérial en tant que résurgence d'un nouveau Saint-Empire romain germanique, indique qu'ils ne sont plus dans l'exercice du pouvoir, mais uniquement de l'obsession de la conquête. Faute de souveraineté, ils représentent une nouvelle classe de loisirs qui s'adonne à un tempérament prédateur orienté vers des mœurs d'acquisition et de consommation que Thorsten Veblen retrouvait déjà chez le capitaine d'industrie et de finance. En déroulant le fil du destin, l'histoire nous dévoile l'obligation pour un peuple de renouveler ses élites pour qu'ils ne périssent pas sous le poids des syndromes de Versailles et de Gamelin. Ainsi, ces 2 syndromes mettent en exergue ces autres failles françaises. La première est notre caractère idéologique, semencé de discorde, d'errance, d'étranges défaites et de débâcles. La deuxième est qu'à toutes les époques, une partie du peuple français se laissa convaincre que la France ne pouvait vivre autrement que subordonnée à l'influence d'une puissance étrangère. La troisième est notre impéritie à combiner terre et mer. Pour les années qui viennent, la France ne doit pas s'enfermer en Europe, elle doit lever l'ancre et s'évader vers l'empire du grand large. La quatrième est notre mauvaise perception de la puissance, encore imprégnée de l'épopée de l'empire napoléonien. La puissance n'étant pas une dynamique de l'avoir, mais de l'être, ne réside pas dans la conquête. La puissance, c'est vouloir persévérer dans son être, c'est vouloir persévérer dans le temps. Contrairement à ce que pensent les impériaux, admirateurs d'une conception donjuanesque de la puissance fondée sur le principe simpliste de la conquête pour la conquête, la puissance d'une nation n'est pas une question de taille. Ce qui est récurrent chez ceux qui adhèrent à une politique du côté empire, c'est cette perception erronée de la puissance, bien que Montesquieu, en donnant en 1734 dans ses réflexions sur la monarchie universelle en Europe une définition définitive. La vraie puissance d'un prince ne consiste pas dans la facilité qu'il a de conquérir, mais dans la difficulté qu'il y a à l'attaquer. Pour renaître, il faudra un nouveau parti des politiques qui pacifia la France durant les guerres de religion et trouva sa forme moderne dans le Conseil national de la résistance. Pour renaître, il faudra un nouveau parti des bons Français qui, au XVIIe siècle, défendit contre le parti espagnol l'indépendance française. Pour renaître, il faudra s'imprégner de cette espérance bernanosienne. Ne vous tourmentez pas. La France a inventé Jeanne d'Arc, elle a inventé Saint-Just, elle a inventé Clémenceau, elle n'a pas fini d'en inventer, c'est son affaire. Si la femme est l'avenir de l'homme, selon Aragon, la féminité sera l'avenir de la France. Pour en être, il faudra de l'indépendance, de la légitimité, de la souveraineté, de l'unité, de la liberté, de la justice, des vertus, de la prospérité, de la génialité, de l'intelligence et de la grandeur. Enfin, pour renaître, orienter nos regards vers les anciens gréco-romains ne sera pas vain. Eux qui ont révélé ces 4 mots contemporains qu'une communauté humaine devait absolument éviter pour pouvoir se perpétuer dans le temps. L'ubris, véhiculé par notre démesure, la crématistique que charrie le capitalisme financiarisé, la pléonexie louée par notre société de consommation et la stasis. En somme, pour renaître, être ou ne pas être un point de passage du déshonneur, telle sera la question. Donc, tu fais référence à Barès. Le Barès de diverses familles spirituelles de la France me convient très bien. Donc, il n'y a pas de problème envers ça, parce que, bon, Barès, il y a peut-être la question de l'antisémitisme qui revient des fois sur lui, mais ce Barès-là, Elle est chez lui après, beaucoup plus complexe oui, que ce qu'on veut bien en dire. tout à fait. Et en tout cas, à titre personnel, bon, ce n'est qu'un détail, mais j'espère que Barès sera un jour à la Pléiade, puisque c'est un Oui, minimum pour cet auteur, il le ce mérite. grand écrivain, oui, qui a quand même influencé le le dernier grand homme d'État français, qui est le général de Gaulle. Donc, ça serait un minimum pour cette année Barès.
Mais oui, pour moi, Barès, et surtout ce reste des diverses familles spirituelles de la France m'est cher. Donc, et après, comme tu le dis, je m'inscris dans cette thématique de la Renaissance parce que cela me paraît essentiel pour pouvoir se projeter vers l'avenir. J'estime que dans notre milieu, je dis notre parce que je pense qu'on est de la même famille politique, souverainisme, hein, je dis même l'indépendantisme, l'indépendance nationale qui compte. On ressasse toujours sur la décadence. Alors, c'est bien de s'intéresser sur les mots qui nous affectent. Je pense qu'il est aussi essentiel de penser les remèdes. Donc c'est pour cette raison aussi que je m'inscris dans cette perspective renaissantiste. Parce que la France a connu des crises dans son histoire, peut-être plus graves que celles que nous connaissons aujourd'hui, et elle a toujours su se relever. Et donc, il faut toujours avoir cette idée-là. La France, comme le disait le général de Gaulle, aussi entre la grandeur et le déclin. Mais elle a toujours été renouvelée par l'esprit du renouveau, et c'est cet esprit du renouveau qui doit nous animer. Parce que si tu veux, ce que tu dis est extrêmement important et vraiment se voit si tu veux, se voit particulièrement dans Chute et Renaissance. Tu vois? Parce qu'il y a je l'ai toujours dit, et d'ailleurs ça m'est suffisamment reproché, il y a tu as tout à fait raison, il faut comment dire? S'interroger sur la décadence. Mais il y a des manières de s'interroger sur la décadence, tu vois? Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'érotisme des ruines. C'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, il y a toute une partie du raisonnement, particulièrement à droite, où je préfère les souverainistes socialisés, enfin socialisants, plutôt que socialisés à gauche, le terme plus simple serait socialisant, comme déjà mon vieux binôme Romain Bessonnet, qui a toujours cet enthousiasme de pionnier communiste, qu'il n'a jamais cessé d'être. Hem, je n'aime pas les gens qui regardent la fin du monde avec, la main dans le pantalon, si tu veux, en disant, tu sais, comme dans le sketch des Inconnus, «maculé de sang et de cervelle». Tu vois? Oui, tout à fait. Tu vois Oui, le oui, oui. ah mais tu vois, tu as un côté, tu vois, tu as un côté, tu un côté Saw. Tu sais, le film Saw, les films d'horreur Saw. Tu sais comment ça Oui, s'appelle comme truc? Ça s'appelle du torture porn. Parce que c'est exactement le même truc que la pornographie, mis à part que tu tortures un mec. Et ben là, c'est pareil. Nous, il y a toute une famille de la droite qui est de la décadence porn. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sur les forums de woke, à longueur de journée, qui disent: «Tiens, ça y est, j'en ai vu un, qui jonglait avec ses excréments, c'est génial». Enfin tu vois et ça, tu vois, je trouve et c'est aussi pour ça que j'ai pris le pari de te publier parce que jeune auteur, plus de 800 pages, très difficile à publier dans l'édition mainstream. je peux te le confirmer. De très haute qualité, tu vois? Mais aujourd'hui, la qualité n'intéresse pas les collègues. Ça, je l'ai déjà vu, bon, je l'ai suffisamment vu. J'en ai fait l'expérience aussi. Comment? Oui, tu vois? Or, le problème, tu vois, c'est que, tes ouvrages sont dérangeants parce qu'ils font des essais de création. Or, aujourd'hui, on ne veut pas trouver la force vitale de créer. Tu vois? C'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde, la décadence, qu'on a même d'ailleurs maintenant comment je vais te dire ça? Qu'on a d'ailleurs le qu'on a d'ailleurs, tu vois, qu'on a une allergie à la création. C'est pour ça que, par exemple, que Mmh. tu as des œuvres, je pense particulièrement au culte qui est fait à droite dans l'œuvre de Renaud Camus ou d'autres. Tu as des œuvres de désolation, mais tu as très peu d'œuvres de création. Tu vois, l'un des derniers qui s'intéresse à la vraie création littéraire, c'est Juan Asensio. Tu vois, objectivement, il y a dans des milieux qui sont obsédés par la déchéance,
personne n'entend créer. Tu vois? C'est aussi pour ça que personne ne publie les jeunes auteurs et cetera, tu vois? Et tu vois, c'est là où j'essaye de pas que moi, tu vois? Pierre-Guillaume Deroux en était conscient, malheureusement, Pierre-Guillaume nous a quittés. Damien Seriex, qui est quand même le meilleur éditeur, du camp national, hein, essaye de faire ce qu'il peut avec, mais mais tu vois, mais je le vois, même les médias alternatifs refusent les jeunes auteurs et cetera, tu vois? Donc le on est, c'est devenu très problématique, tu vois? Donc mais je pense que, tu vois, c'était l'un des messages du CNR: «Créer, c'est résister, résister, c'est créer» Tout à fait. et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a quelque chose, tu vois, le fait que tu aies, moi, je me rappelle la surprise, hein, quand j'ai eu ton deuxième manuscrit avec à la fin ce poème à la France. Je me suis dit: «Bon, c'est» au début, je me suis dit: «C'est baroque», puis comme le poème était bon non, mais si tu veux, parce que plus personne, tu vois, il y a que la F dans notre famille de pensée qui a une revue théorique de poésie. Tu as personne d'autre, Oui, il y a de la craie, ouais, il y a de la craie. tu vois? Mais Ouais. ils ont eu ce courage, tu vois? Tout le reste voilà, tout le reste, non. Mais tu vois, je voulais t'interroger parce qu'il y a quelque chose qui est omniprésent dans ta manière d'écrire, c'est le culte des grands hommes. Pourquoi ça t'importe autant? Peut-être que ma réponse va te paraître exagérée, mais les grands hommes me rassurent sur le fait d'appartenir à l'espèce humaine. Non, non, mais Ça, vas-y, vas-y. pour moi, ce sont, bien sûr que tu as des modèles, je dirais privés, qui appartiennent à ta sphère, tes parents, ton père, ta mère, ta famille. Mais dans la vie, il faut aussi avoir peut-être, enfin, j'ai besoin d'avoir d'autres modèles peut-être pour aussi me projeter dans la vie et les grands hommes, sont pour moi, c'est c'est guide. Et à plus en plus, heu, j'aime profondément l'histoire. Je ne lis pratiquement que ça. Bon, il y a la littérature également, mais les grands hommes, sont un besoin, je dirais, vital pour moi. Voilà, ça me rassure sur le fait de je me répète, d'appartenir un peu à cette espèce qui parfois, lorgne trop avec la médiocrité. Voilà. Non, mais c'est si tu veux, c'est une bonne réponse ça. Si tu veux, parce que c'est très drôle ce que tu écris parce qu'on n'en parle pas suffisamment, de l'aspect consolant des grands hommes, Oui, c'est ça, c'est exactement ça. tu vois? Parce que, on s'en rend pas compte, mais le fait que des hommes comme ça aient pu tu vois, si tu s des hommes comme ça aient pu exister, nous rassure sur le fait qu'Éric Nolot existe, quoi. Tu vois? Lui ou un autre, hein, lui ou un autre, mais si tu veux, c'était son tour. Tu vois? C'était son tour. Mais tu le comprends? Tu vois? Non, mais c'est vrai, tu vois? C'est vrai, on s'en rend pas compte, mais il y a un aspect extrêmement consolant des grands hommes. Tu vois? Le si tu veux, le il y a un aspect consolant. Il y a un aspect, vu ce que ces hommes-là ont vécu, tu vois? Parce que tu n'as pas de grands hommes sans souffrance. Tu vois? C'est l'aspect quasiment antidépresseur qu'il y a chez Shakespeare. Parce que Shakespeare, c'est la phrase de bronze pour les grands hommes. Tu vois? Si tu veux, et mais on se rend pas compte à quel point ces figures, parce que souvent ils ont vécu des moments atroces. Prends l'exemple du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est une vie atroce. Une vie Oui, atroce, enfin, si tu veux, et sa fille meurt, de pneumonie dans ses bras. Enfin, quand il arrive à Londres, il a plus un copec, il reverra plus jamais sa mère. Il sait pas si ouais, ses il est enfants seul pratiquement. il est quasiment seul. Il sait Mmh. pas si ses gamins ont pas été, coulés par un U-boat dans le bateau qui les emmène en Angleterre. Enfin, on est on est dans l'abomination de la désolation, tu vois? Et
heu et on se rend pas compte de la force qu'il faut pour affronter ça et on se dit que si ces mecs-là ont souffert, je dis pas que ça guérit nos plaies à nous, tu vois? Parce que si tu veux, faut c'est pas sain la compensation psychologique. Mais on se dit, tu vois, c'est pas gratuit. Enfin tu vois heu, tu vois, même eux, ils en ont chié, tu vois? Oui, Tu vois, il n'y a pas que nous et je pense que c'est un message. C'est aussi pour ça que les latins faisaient apprendre la vie des grands hommes par cœur aux gamins. Pour dire: «Voilà, ils s'en sont relevés, vous vous en relèverez». Tu vois? bah, Tu vois, c'est les vies illustres de Plutarque. oui, voilà, c'est les vies illustres. Or, on se rend pas compte à quel point le fait de dire à un enfant: «Mon chéri, ne t'inquiète pas, heu, tout le monde est comme toi, tu n'as pas d'effort à faire», est extraordinairement angoissant pour un enfant. Parce qu'à la première contrariété, tu vois, moi je vois ça comme père, hein. Si on ne dit pas à un enfant, doucement, très doucement, que le monde est beau, mais que le monde peut être atroce et que surtout les êtres sont décevants, on leur fait du mal, tu vois? Or la vie des grands hommes, ça aide à comprendre la médiocrité des gens, Mmh, tu c'est ça. vois? C'est ce que De Gaulle disait avec Anne, sa petite fille handicapée. «Elle m'a aidé à aller au-dessus de tous les hommes». Ça veut pas dire qu'il se sentait supérieur à tous les hommes, ça veut dire de se délier de la médiocrité du quotidien, tu vois? C'est vrai qui malheureusement aujourd'hui est une création à échelle industrielle, tu vois? Bah, elle est au sommet de l'État. Jusqu'au sommet de l'État, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, bah oui, non mais Oui, aujourd'hui, si tu veux, tu as, le règne des petits mecs. Moi, je le dis souvent, 20 ans de métier, je suis arrivé à la toute fin. J'ai croisé le général Gallois, j'ai jamais pu croiser Pierre Messmer, c'est un de mes regrets. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu croiser Philippe Séguin, dans les 2 cas pour la même raison, hein, excès de timidité. Mais j'ai croisé Jean Foyer, j'ai croisé le général Gallois, j'ai croisé, Pierre Lefranc et tu vois, j'ai vu finir les grands seigneurs. J'ai croisé Jacques Vergès, j'ai croisé des gens comme ça. Que des hommes dont je parlerai à mes enfants quand ils en auront l'âge, tu vois? Mais oui, de l'autre côté, j'ai vu arriver les petits mecs, dont un est aujourd'hui ministre, après avoir été maire d'une ville, moyenne où il était spécialisé dans l'échange, comment dire? Location contre succion, si tu vois ce que je veux dire. Mais je ne dirai pas oui, de je qui on vois. parle, tu vois? Oui, Donc mais je ne dirai pas de qui on parle. non, Voilà, non, je ne suis non, pas pas de journaliste souci. je ne suis pas journaliste de gauche. Je ne dénonce personne. Donc le et si tu veux, et après j'ai vu arriver les dingues. Parce qu'aujourd'hui, tu as les enfants et petits-enfants de Richard Descoings, donc des gens à la première question à se poser, c'est leur équilibre mental. La 2e, c'est une bonne prise de sang. Tu vois? L'une pouvant aider l'autre. Mais tu vois, c'est très drôle parce que tu vois, Chute et Renaissance, c'est des lettres à un certain nombre de grands hommes. Tu vois? Oui, Et et tu vois, tu vois, il y a là, tu vois, on en retour on tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai dit que tu étais néo-barrétien. Parce qu'il y a un retour, très clair dans ton œuvre, que j'ai pas vu ailleurs, à l'essence de ce qui fait le nationalisme en France et également le nationalisme anglais. Le nationalisme anglais, c'est la religion familiale, la terre et les morts, c'est ça, hein. C'est la religion familiale et le culte des héros. C'est la même chose chez Carlyle, hein, qui est un de mes auteurs préférés, ah, les héros de Carlyle, tu vois? c'est, Si tu veux, le alors tu me c'est un livre diras, fondamental. tu vois, tu me diras, tous les nationalismes se fondent dessus, pas tous. Tu as aucun nationaliste qui fait pas de place aux héros.
Ça, c'est vrai. Tu n'as pas de nationalisme sans héros, c'est vrai. Mais il faut pas oublier qu'il y a 2 types de héros. Il y a le héros comme part divine de l'être, tu vois? C'est pour ça que les Grecs ont créé la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le héros de tous les jours, tu vois? C'est-à-dire, c'est un moment tragique, parce que c'est fondamentalement tragique l'héroïsme, qui permet à un homme d'aller au-delà de soi. Et tu as le surhomme, pas au sens nietzschéen, au sens premier. Mm. Tu vois? Le cas typique, tu vois, c'est la différence Batman-Superman. Superman, il est prédestiné. Tu vois? Oui. Tu vois, il est prédestiné, il est invincible, et cetera. L'autre, c'est un humain, et quand on voit la totalité de la vie de Batman dans les comics, ça se termine vachement mal. C'est une vie de merde, tu vois? C'est une vraie vie de merde. Or, le problème, tu vois, c'est que tu as 2 types de héros et tu as beaucoup de nationalisme qui ne glorifie pas les héros comme nous. Tu vois? Si tu veux, la manière dont nous appréhendons, les héros est différente. Tu vois? Dont nous appréhendons les grands hommes est différente. Tu vois? Elle est, comment je vais te dire ça? Chez nous, fondamentalement grecque. C'est-à-dire que c'est un moment tragique que quelqu'un peut égaler de manière très courte. Tu vois? Il y a pas de différence ontologique entre le héros et le citoyen qui mène son patriotisme civique jusqu'au bout, tu vois? Alors que Ouais. dans certains mondes, le héros est d'essence totalement différente. Parce qu'il a été prédestiné, il a été choisi, tu vois? Nous, si tu veux, on a une conception plus démocratique de ça. Je le pense sincèrement. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, si j'aime les grands hommes en quelque sorte, mais les grands hommes pour moi ne sont pas que politiques, il y a aussi les grands hommes, je dirais, philosophiques, Aristote, Mmh. voire même Platon, enfin, et d'autres, c'est ce qu'il y a en eux, je dirais, un brin d'éternité. Et c'est ça qui m'intéresse. On aime bien rechercher les, les causes de révolution. Moi, ce que j'aime rechercher, mais à travers aussi l'histoire de France, c'est les constantes. Et je trouve que voir que des hommes, malgré leur mort, sont toujours d'actualité, c'est pour moi ce qui m'intéresse à la limite en quelque sorte le plus. Et c'est, comme je viens de le dire, de rechercher une part de divinité en eux, une part d'éternité. Pour moi, quand, par exemple, je vais vous donner un exemple, quand Platon donne une définition, donne pour moi une définition intemporelle du politique, c'est-à-dire par exemple que les deux images du politique, du chef d'État, c'est le médecin et le capitaine de navire. Chute et Renaissance, c'est en quelque sorte, il y a adopté une démarche platonicienne. Le médecin va réfléchir sur la chute et le capitaine de navire sur la Renaissance. Or, aujourd'hui, nos hommes politiques, pour moi, n'adoptent pas cette définition platonicienne du politique. Ce ne sont pas des médecins et des capitaines de navire, encore moins. Ce sont avant tout des communicants et ça s'arrête là. Enfin, par exemple. C'est pour ça que j'accorde Dans beaucoup dans le d'importance à meilleur des ces cas. grands hommes. Oui, mais parce qu'il y a une part, encore une fois, je me répète, une part d'éternité en eux. Et je dirais même une part de divinité. Le général de Gaulle, son action, pour moi, restera. Et elle est toujours un modèle, quoi qu'il arrive. Ce sera toujours. Richelieu, le cardinal de Richelieu, il a mené une politique que j'appelle moi, enfin, même si je pense que d'autres historiens l'ont fait avant moi, une politique de double souveraineté que l'on devrait appliquer. Souveraineté interne, souveraineté externe. Mmh. La souveraineté interne contre les États dans l'État, le protestantisme politique. Aujourd'hui, ça serait contre l'islam, l'islamisme, mais aussi contre les grands féodaux financiers, voire même les petits féodaux régionaux, Mmh. et souveraineté externe contre l'Empire. L'Empire de l'Union européenne, et bien évidemment, sans tomber dans un anti-américanisme primaire, je dirais l'impérialisme américain. Cette politique de double souveraineté appliquée par Richelieu,
est totalement applicable encore aujourd'hui. Mmh mh. C'était le Voilà. le fameux, respecter à l'intérieur, en paix à l'extérieur, qui était le qui était le qui était profondément, hein, la définition c'était la définition d'un État, je crois, c'est chez Aron qu'on trouve ça. Et ce qui est très drôle, c'est que tout le reste, enfin te aujourd'hui, on n'est plus ni respecté à l'extérieur, ni en paix à l'intérieur. Hein. Ça, Mais c'est donc mais je vois ce que tu veux dire parce qu'on le et je pense, enfin d'ailleurs je ne le pense pas, j'en suis sûr, qu'il y a dans une part aujourd'hui de l'effacement et surtout, plus que de l'effacement, du travestissement des grands hommes, heu, aujourd'hui une volonté d'effacer les grands exemples. Mais une volonté. Je vais donner un exemple très précis. Ça fait des années que l'eurocratie, vu qu'elle sait que ces modèles historiques sont mités, là on vient de mettre en terre, l'un des derniers, il a l'alambic n'était pas froid, que, la vérité sur de l'or sortait. Donc, depuis très longtemps, les eurocrates demandent une nouvelle mythologie des pères fondateurs, vu que l'historiographie a largement bousillé la première. Et donc, ils ont voulu, travestir une partie de l'œuvre du général de Gaulle, travestir un certain nombre de gens. Et aujourd'hui, tu vois, c'est ce que j'appelle la notion d'expropriation culturelle. C'est-à-dire que tu singes par une guerre de l'information, ça a déjà eu lieu historiquement, hein. Ça a oui, eu lieu dans la guerre de l'information que les conquistadors espagnols font aux peuples indiens, en substituant leur imaginaire sacré. Tu as une expropriation culturelle qui est en cours en France, c'est-à-dire qu'on prend les références françaises et on les réécrit, tu vois? Et si tu veux, celles qu'on ne peut pas réécrire, on les efface. C'est simple. Tu as aujourd'hui, prends un exemple, Richelieu, on efface et De Gaulle, on essaye, que De Gaulle apparaisse, pour les gens comme une sorte de Stéphane Hessel à képi. Or De Gaulle est tout sauf un c'est vraiment qu'on Stéphane puisse Hessel dire. à képi. Tout sauf ça, Bah, on retient du général de Gaulle que l'appel du 18 juin. Mais par contre, le décennat 58-69, tu vois? Et c'est il est plus dérangeant. oui, il est plus dérangeant, tu vois? Il y a des tas de choses plus dérangeantes. Oui, Or, c'est aussi pour ça que dans cette optique de renaissance culturelle, on va avoir besoin de jeunes auteurs comme toi pour faire pour essayer justement de maintenir cette flamme culturelle française, cette identité en acte, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle d'identité, même Gabriel Attal en parle et pas uniquement de ses identités multiples personnelles, sur lesquelles, Juan Branco publie beaucoup. Donc, je n'irai pas plus loin dans le commentaire, hein, par peur, des flics entre autres. Mais donc, parce qu'on est en France, hein, on a le droit oui. de tout penser, mais de tout dire, c'est peut-être une autre paire de manches. Et le Donc, 17e correctionnel. bah, si tu veux, qui est le juge des bienséances en France, hein. C'est-à-dire, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensez, ça coûte tant. Donc, donc, tu vois, tout le monde parle d'identité du moment que l'identité n'a pas cet aspect sacré, qu'elle est donc parce que si elle a un aspect sacré, elle a un aspect tabou, tu vois? Et le tabou, c'est ce qui résiste anthropologiquement au pillage. Or aujourd'hui, l'identité tant qu'elle est marchandisable intéresse tout le monde. Tu vois? Le halal, c'est bien parce qu'il y a un marché du halal. La colère française, c'est Oui, bien tant qu'on peut la monnayer, tu vois? Déjà, il y oui. a déjà un marché électoral, tu vois? Mais je pense et j'espère que beaucoup d'autres jeunes intellectuels, prendront un peu le pas derrière toi, justement pour, heu, pour refaire pour redire à quel point notre vieille maman, fut belle,
et combien elle peut le redevenir. Donc, Il faut de la vraiment, volonté pour ça. comment? Il faut de la volonté pour cela. Oui, il faut de la volonté, mais déjà, moi, je veux dire que quelqu'un, qu'un jeune homme, bah, c'est pour ça que je t'ai publié, quand j'ai vu qu'un jeune homme est capable aujourd'hui d'écrire plusieurs centaines de pages sur la France, comme tu les as écrits, bah, je me dis que si ça, c'est encore possible, c'est que tout n'est pas totalement foutu. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je tenais à t'en remercier parce qu'en termes d'œuvres consolantes, tu as fait un très bon début. Ah bah, je te remercie. Bah, c'est normal, c'est mon rôle et j'espère que beaucoup de gens voudront te découvrir, que beaucoup de médias alternatifs te recevront pour ces livres et tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent les avoir peuvent, les liens sont en description et j'espère qu'on déjà, on va aussi publier certains de tes articles prochainement et j'espère que tu auras assez vite un public de lecteurs. Je pense que tu le mérites amplement. Bon courage Merci. et à très vite, Julien. Merci. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.